Mon père était un fervent défenseur de la justice. C'était un procureur pénaliste. Certains diront impitoyable, d'autres diront juste. Les chiens ne font pas des chats. J'ai toujours eu l'âme d'un policier. Mon travail est de punir les criminels. What we feel now bridges the distance between bottomless grief and profound rage. He was my uncle, but he was also my friend. I urge the person who's responsible for this to come forward and give us some peace. Être homo, ça impliquait un certain danger à l'époque. Le bâtiment était bondé. Ce n'est pas tombé sur lui par hasard. Les gens ne disaient pas tout ce qu'ils savaient. Pourquoi faire une chose pareille? Pourquoi? My brother was my dearest friend. He understood me. He adored my children. Quand je pense à ce qui a pu arriver à mon frère ce jour-là, cette nuit-là, ce qui me marque le plus, c'est le choc, la douleur et l'horreur qu'il a dû ressentir. Je ressens toujours la même peine. Je pleure la vie qu'il aurait pu mener. Pouvez-vous me dire quel genre de frère était David? C'était mon meilleur ami. Je pouvais tout lui dire. Je pouvais parler de tout avec lui. C'est difficile de croire que c'est arrivé à quelqu'un d'aussi merveilleux. Ces gens ressentent tellement de peine. C'est une perte terrible. Comment consoler des gens qui ont perdu quelqu'un qui s'est fait tuer? C'est impossible. Dès qu'il y a de nouvelles informations ou quelque chose dans le journal, on se demande s'il y a un lien entre l'affaire de mon oncle et un autre meurtre. On aimerait enquêter davantage sur les circonstances de son meurtre. Comment et pourquoi c'est arrivé. On aimerait avoir votre permission pour mener cette enquête et vous tenir au courant. Vous l'avez. Je suis policier et professeur de criminologie depuis des années et j'ai utilisé mon expérience pour monter une équipe d'experts. Nous devons rester neutres, sortir des sentiers battus et apporter un regard nouveau sur chaque enquête. Leur travail et le mien est d'enquêter sur des affaires classées, des meurtres qui ont été oubliés de tous. David Buller, professeur d'art plastique à l'Université de Toronto, 4e homicide dans la ville de Toronto en 2001. Il était ouvertement homosexuel et bien connu dans la communauté gay de Toronto. Ses étudiants le respectaient et le considéraient comme une sommité et une inspiration. David Buller a été vu pour la dernière fois à environ 13 heures, le 18 janvier 2001, alors qu'il prenait un ascenseur ici, dans le bâtiment Connaught sur le campus de l'université. Ce jour-là, au rez-de-chaussée, il y avait une fête de départ à la retraite avec au moins 150 invités. Ce soir-là, David devait donner un cours magistral à 18h30. Les étudiants sont arrivés dans l'amphithéâtre comme d'habitude. Ils ont été surpris que leur professeur, d'habitude si ponctuel, ne soit pas là. Le lendemain matin, à 7h, une femme de ménage de l'université entre dans son bureau et trouve le corps de David sans vie par terre. Il a été poignardé plusieurs fois. Elle appelle immédiatement la police. Une université, on croit que c'est un endroit sûr. Qu'un événement aussi atroce et tragique qui y ait eu lieu, c'est terrifiant. Évidemment, les gens se sont demandé qui avait pu faire une chose pareille, qui aurait eu un mobile et aurait pris un tel risque. Est-ce qu'il s'agit d'un étudiant ou de quelqu'un étranger à l'université?
La sœur de David a parlé d'un étudiant qui embêtait plusieurs professeurs. Vous avez des questions concernant les faits? Il y avait beaucoup de sang et de pagaille dans le bureau? Oui. Ok. Y avait-il des traces de sang à côté de son bureau? Aucune trace de sang n'a été trouvée dans le couloir ou en dehors de son bureau. Pas d'empreinte de pas? Non. René, au niveau de ses blessures, qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'il a été poignardé 7 fois, mais qu'il n'y ait pas de traces de sang? Ça dépend de s'il s'est débattu, s'il a bougé après les premières blessures, ou bien s'il avait déjà été maîtrisé, s'il avait été assommé puis poignardé. Il faudrait en savoir plus sur la scène de crime et l'état du corps de David quand on l'a trouvé. Il a été retrouvé face contre terre ou sur le dos? Ça devrait être dans le rapport du légiste. Est-ce que tout le bâtiment a été bouclé lors de l'enquête à l'époque? L'étage en question a été considéré comme scène de crime et le bâtiment a été bouclé. Si c'était mon oncle, je ne m'arrêterais pas tant qu'il reste des pistes à suivre. J'explorerai toutes les possibilités. Je ferai tout ce que je peux. Un tueur court toujours. Alors, des idées nouvelles? Qui va faire quoi? René? Je vais contacter le légiste pour obtenir une copie du rapport d'autopsie. Obtenir ce rapport va être crucial. Antonella? Je vais établir un profil psychologique du meurtrier de David Buller. C'est un bon début. C'est une affaire non résolue et nous sommes pressés par le temps, ce qui ajoute une forme de pression. C'est stressant. J'aimerais me rendre sur les lieux. Pour faire une reconstitution de la scène de crime. C'est ça. N'essayez pas d'imiter le travail de la police. Utilisez vos compétences et vos ressources à vous. Il va falloir rester très concentré. Pour nous, tout ça s'est passé il y a longtemps. Mais j'ai rencontré la nièce et la sœur de David. Pour elles, c'est comme si c'était hier. Elles n'ont jamais arrêté d'essayer de comprendre ce qui était arrivé à David depuis sa mort. Elles vous font confiance pour les aider à découvrir la vérité. Le meurtre de David est particulièrement horrible quand j'y pense. Il a été poignardé 7 fois. Comment détester quelqu'un à ce point? Par où le meurtrier est-il parti? Comment était-il arrivé? Comment a-t-il réussi à être si discret alors qu'il y avait 150 convives à l'étage du dessous? On a plus de questions que de réponses. Une des plus grosses difficultés pour l'équipe, dans cette enquête sur le meurtre de David Buller, c'est que d'après sa famille et ses amis, il vivait une vie très compartimentée. Il avait sa vie en tant qu'artiste, sa vie en tant que professeur, sa vie en tant qu'homme gay. La question est donc de savoir si le meurtrier vient d'une des vies que David menait, ou bien s'il s'agit d'un acte de violence gratuite. J'ai rendez-vous avec la nièce de David, Karine. Depuis 2001, elle cherche à découvrir ce qui est arrivé à son oncle. Je pense que ce qu'elle va pouvoir nous dire est essentiel à cette nouvelle enquête. Pensez-vous que la couverture médiatique sensationnaliste du meurtre de David a pu influencer l'enquête de la police? Je pense que ça a pu influencer l'enquête au début. La police avait quelques idées préconçues à cause de l'homosexualité de David, comme quoi il avait sans doute fait quelque chose de risqué, qu'il avait dû mettre sa vie en danger. Ça semblait improbable que ce soit un crime gratuit, comme la plupart des crimes haineux. Dans toutes les affaires non résolues, les théories de la famille sur ce qui a pu se passer ou non sont très importantes. Elles aident à diriger l'enquête. Dans le cas de David, il faut déterminer s'il s'agissait d'un meurtre gratuit, d'un crime haineux ou bien d'un homicide à motif personnel. Quelqu'un l'aurait tué pour atteindre un objectif précis. Ce qui semblerait logique, c'est que le meurtrier de David lui était familier, qu'il connaissait bien le bâtiment Connaught et savait où le trouver. On devrait aller inspecter tous les étages. Repérer les couloirs, les toilettes, les entrées et les sorties. Quel bâtiment flippant! Cette architecture néo-gothique me semble tout droit sortie d'un film d'horreur. Savoir qu'un meurtre y a été commis ne fait que renforcer l'ambiance ultra flippante. Je veux absolument voir l'intérieur de ce bâtiment.
J'espère qu'on pourra essayer de trouver le bureau de David et qu'on se fera une bonne idée du dédale de couloirs de ce bâtiment. Non, c'est fermé. Peut-être celle-là? Rez-de-chaussée, 1, 2, il y a 2 étages. Il y a l'entrée sur le côté. Pour les livraisons, peut-être? Une autre porte là et une autre ici. Ça doit seulement servir de sortie. Alors là, génial. Des amiantages en cours. Et ils font du réaménagement. On comptait avoir accès au bâtiment pour se faire une idée de l'endroit, mais ça s'est avéré un peu compliqué. Tuer un homme en plein jour sur son lieu de travail, ça implique certains traits de caractère. J'ai rendez-vous avec le docteur Giorgio Ilacqua pour établir un profil psychologique du meurtrier de David Buller. Qu'il a été tué dans son bureau plutôt qu'à son domicile, qu'est-ce que ça nous permet de déduire au sujet du meurtre? Imaginons qu'il y a quelqu'un que vous ne voulez plus voir, un ami mécontent, quelqu'un avec qui vous voulez couper les ponts. Vous ne laisseriez pas cette personne entrer chez vous. Mais là, c'est un bâtiment public, la porte est ouverte, et ça aura sans doute été plus simple pour le meurtrier de se fondre dans la masse après avoir commis un crime aussi passionné. On a donc affaire à quelqu'un qui se cache au milieu de la foule. Je pense que c'est le cas, oui. Cette personne a dû nettoyer la scène de crime puisqu'aucune trace d'ADN n'a été trouvée. Elle aurait fait ça directement après le meurtre? On a une explosion émotionnelle, puis un retour à la normale. À ce moment-là, cette personne s'est de nouveau trouvée en état de réfléchir. Et c'est là qu'elle a dû faire tout ce qu'il y avait à faire. Et le choix de l'arme, qu'est-ce que ça peut nous dire? Il devait y avoir un certain degré de familiarité entre eux, puisque le meurtrier a pu s'approcher très près de la victime. Quand on veut tuer quelqu'un avec une arme blanche, il faut être très proche. L'utilisation d'un couteau en dit beaucoup sur le meurtrier. Le meurtre lui-même était intime et émotionnel. Cela indique que le meurtrier connaissait sans doute David. J'ai été déçu à la lecture du rapport d'autopsie. Là où les blessures auraient dû être répertoriées et décrites, il n'y avait absolument rien. Chaque médecin légiste opère différemment. Bien que celui-ci n'ait pas utilisé les schémas pour reproduire les blessures de David, il les a décrites en détail et a précisé leur emplacement, leur profondeur, leur angle, etc. Je me sers de ces descriptions pour créer une représentation visuelle qui nous montrera l'emplacement des coups de couteau que David a reçus. C'est crucial qu'on puisse se les représenter sur le corps de David afin de déterminer la position de la victime par rapport à son meurtrier. Alors on a une blessure ouverte oblique et complexe au-dessus du niveau des tétons. 6 blessures sur le thorax antérieur et une sur la gauche du dos. Pour une seule blessure, il y a de multiples dégâts à l'intérieur du corps, invisibles de l'extérieur. Des blessures infligées par un couteau donnent quelque chose de très dynamique. Leur angle et leur profondeur s'associent pour donner une meilleure image de ce qui a pu se passer. On a un total de 4 abrasions associées aux blessures au couteau sur le thorax. On dirait qu'il s'agit d'une arme avec une seule lame. Mais le haut de son manche aurait été capable d'érafler la peau de chaque côté. Comprendre l'ordre de ces coups et la position de David par rapport à son meurtrier au moment où ils ont été infligés nous aidera vraiment à établir s'ils étaient déjà proches quand l'attaque a commencé et comment elle s'est déroulée. Une fois qu'on en saura plus sur les dégâts internes, on pourra mieux déterminer la position de l'arme. Commençons par la première blessure externe. Vers le sternum, elle est peu profonde. Il a été poignardé 2 fois au même endroit. Le meurtrier a certainement utilisé beaucoup de force. Peut-être que le premier coup a été très fort.
Le meurtrier a donné ses coups de façon simple et fluide. Il a pu faire pénétrer la lame profondément dans le corps de David sans la moindre résistance. À voir l'arrangement des coups de couteau et à quel point ils sont précis, je me rends compte que le meurtrier devait se tenir très près de David pour arriver à ce résultat. Il devait se tenir derrière lui. À ce stade, notre priorité, c'est de découvrir comment et pourquoi David Bouler a été assassiné dans son bureau. J'ai envoyé Peter et Dania à l'université pour se familiariser avec la scène de crime. Non, c'est fermé. Il faut qu'on détermine si David connaissait son meurtrier et si son meurtrier connaissait le bâtiment. Impossible d'accéder à ce bâtiment. Notre entrepreneur a investi le site. Sincèrement, le bureau de gestion des locaux. Les éventuelles dernières traces physiques du meurtre de David Bouler sont en train d'être détruites. Et tout ce que je peux faire, c'est passer devant et les regarder faire. Vous en avez discuté avec bon nombre de mes employés. L'assurance ne le permettrait pas. Hélas, nous ne pouvons pas accéder à cette demande à cause des nombreuses difficultés. Hélas, il est impossible d'accéder à votre demande. Cordialement, le bureau de construction de l'université. Salut Mike. On revient du bâtiment en question et il est fermé pour désamiantage et réaménagement. Jusqu'à quand? L'immeuble va être rénové à hauteur de 50 millions de dollars, donc je pense qu'il y en a jusqu'à l'année prochaine. D'accord. Il faut que tu réussisses à obtenir cette autorisation. Évidemment, vu que le temps presse, c'est pas génial. Ça ira mieux la prochaine fois. On espère. Ne pas avoir accès au bâtiment, c'est vraiment très frustrant. Surtout que c'est un élément clé dans notre enquête. On a besoin d'inspecter la scène de crime pour y voir plus clair et élucider ce meurtre. Sans accès au bâtiment, notre meilleure option devient l'obtention de ces plans. On va récupérer ces schémas et s'en servir pour reconstituer un modèle en 3 dimensions de la scène de crime. On va repérer tous les chemins qui partent du bureau de David. Ok. On verra bien ce que ça donne. Je compte d'abord m'imprégner de l'atmosphère du département d'art à l'époque. J'espère qu'en parlant avec des professeurs ou des étudiants, j'apprendrai le genre de rumeurs qui ont circulé au sujet de David ou de ce qui a pu se passer. On m'a un peu claqué la porte au nez à l'université. Personne n'a accepté de me parler de cette affaire. Je me suis heurté à un mur. J'ai donc décidé de faire ce que je fais de mieux. Je vais sillonner le quartier autour de l'université. Je vais essayer de tomber sur une de ses connaissances. Quelqu'un qui avait un problème avec lui ou qui connaît quelqu'un comme ça. Je pense que le tueur le connaissait et que le meurtre a été planifié. Je bosse sur une affaire, David Bouler. Je lui ai déjà parlé, mais c'est tout. J'espère que vous trouverez le coupable. On m'a fermé la porte au nez. C'est comme si l'administration de l'université avait descendu un rideau de fer. J'ai l'impression de décevoir l'équipe. C'est mon truc de faire parler les gens. D'habitude, j'y arrive, mais là, j'ai rien. Une compréhension approfondie de la relation de David avec ses étudiants pourrait se révéler cruciale. Nous devons déterminer si son meurtre était un homicide à motif personnel. On a entendu parler d'un étudiant mécontent avec qui David avait des soucis, mais l'université refuse de nous parler. Donc je vais voir la sœur de David afin d'apprendre ce qu'elle sait à ce sujet. J'ai quelques questions supplémentaires au sujet de certains faits pertinents. Est-ce qu'il vous a parlé de ses cours, ce semestre-là? Il y avait une certaine tension dans l'air. Un des étudiants avait proféré des menaces à l'encontre de plusieurs professeurs, dont David. J'ai appris plus tard que cet étudiant était venu en cours avec un couteau. David était tendu. Cet incident avec un couteau, c'était lors d'un cours de David? Oui. Est-ce qu'il se sentait en danger? Oui. Je sais que cet étudiant en colère a donné un alibi à la police, mais il faut qu'on y regarde de plus près, qu'on revérifie tout ça.
Même si je ne fais que me heurter à des murs, il faut que je continue l'enquête, que je travaille d'arrache-pied. Je vais bien finir par trouver quelque chose. Bonjour. Il est temps que je file. Oh, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas flic. Mais j'espère que vous pourrez m'aider. En janvier 2001, dans le bâtiment Connaught, à 2 pas d'ici, le professeur David Buller a été poignardé 7 fois. Vous savez, Dawn était une de ses étudiantes. Une de ses étudiantes? Oui, c'était une étudiante du professeur. C'est une cliente? Elle ne travaille que le samedi après-midi. Revenez samedi. Merci beaucoup. À samedi. Il y a un nouveau développement. Je vais rencontrer quelqu'un samedi à 16h qui aurait connu David à l'époque du meurtre. Enfin du nouveau. Vu les preuves scientifiques et les conclusions tirées par notre équipe, en conjonction avec des experts, il semble très probable que David Buller connaissait son meurtrier. Nous avons trouvé des informations divergentes au sujet de l'heure de la mort de David. Selon des témoins, il était menacé et même suivi durant ces dernières semaines par quelqu'un d'identifié comme étant l'étudiant en colère. Cet étudiant était venu en cours avec un couteau. L'équipe doit suivre ces 2 pistes sur le champ. Bien, l'individu qui n'arrête pas de ressurgir, on n'a pas son nom, juste une description, c'est l'étudiant en colère. La police l'a mis de côté. Pour eux, il était innocent. Nous, on n'est pas obligés de faire comme eux. Il a été innocenté en 2001 à cause de sa présence sur une vidéo de surveillance dans une banque. L'horodatage de la vidéo, qui a été jugé conforme, prouve qu'il ne pouvait pas se trouver sur les lieux du crime à l'heure de la mort de David. Mike, on a donc l'heure où il était à la banque. Mais est-ce qu'on a une heure exacte pour le meurtre? René, que dit le rapport? Le rapport ne fait pas mention de la méthode utilisée pour déterminer l'heure de la mort. Je ne peux donc pas certifier que l'heure précisée dans le rapport est juste. On sait qu'au cours du meurtre de David, alors qu'il se débattait, le câble d'alimentation de son ordinateur a été débranché. Cet événement a été enregistré et horodaté sur le disque dur. À un moment, entre le dernier appui sur une touche et ce débranchement du câble, David est mort. Entre ces 2 instances, toutes 2 enregistrées sur le disque dur. Ça nous donne une heure de la mort assez fiable. On va comparer l'horodatage de la vidéosurveillance avec celui de l'ordinateur de David afin de découvrir si notre étudiant en colère aurait eu le temps, après sa dernière apparition sur la vidéosurveillance de la banque, de rejoindre l'université à temps pour le meurtre. Cet ordinateur est notre meilleur témoin. On est à la banque, d'où notre suspect potentiel est parti à 13h07. La question qu'on se pose, c'est de savoir si son alibi tient la route. Je vais lancer le chrono. On peut y aller maintenant. Ok, super. Un Spadina Crescent, s'il vous plaît. Le bâtiment Connaught. Vous allez à Warden Station? Super. S'il nous faut plus d'1h20 pour aller au bâtiment Connaught, son alibi tient la route. On sait que cet étudiant est parti de la banque à 13h07. Oui. Ce qui donne 1h22 minutes. Ça nous a pris largement moins que ça. On vient de découvrir qu'il ne faut pas écarter notre suspect sur la seule base de l'horodatage de la vidéosurveillance. En effet, il est très facile d'aller de la banque jusqu'à la porte de ce bâtiment en 45 minutes. Et ce, un après-midi en pleine semaine.
J'ai rendez-vous avec une dénommée Dawn, une ancienne élève de David Buller. Ce qui m'intéresse chez Dawn, déjà, c'est qu'elle accepte de me parler. J'ai eu beaucoup de mal à trouver qui que ce soit à l'université, professeur ou étudiant, qui accepte de me parler. Vous connaissiez David? J'ai suivi ses cours pendant 1 an, la première année d'atelier plastique. C'était quelqu'un de très agréable, très serviable, très facile d'approche si on avait besoin de lui. Okay. Mais il maintenait une certaine distance professionnelle. Et à l'époque, que disaient les rumeurs? Quelqu'un qui serait venu dans la rue, un drogué peut-être, qui serait arrivé dans son bureau. Est-ce qu'il y avait le moindre signe qu'il fréquentait ou sortait avec des étudiants? Non, absolument aucun. Non, pas du tout. OK. Et je n'ai jamais vu personne lui rendre visite sur le campus qui aurait pu être un ami ou un amant. Jamais rien de tel? Non. Et il s'entendait bien avec les autres professeurs? Est-ce qu'il y avait des désaccords professionnels, des rumeurs sur... Il n'avait pas l'air de s'entendre particulièrement bien. On a beaucoup de mal à trouver des professeurs ou des étudiants qui acceptent de nous parler de cette affaire. J'imagine que les étudiants qui savent quelque chose pourraient avoir peur des répercussions potentielles. Et les professeurs, je pense qu'ils ne veulent plus en entendre parler. C'est de la mauvaise presse. Dans cette affaire, il doit y avoir une bonne raison pour que les étudiants et les professeurs refusent de nous parler. Ça me pousse à me demander, et si le tueur était encore à l'université? Ils aimeraient étouffer cette affaire, donc vous les incommodez. C'est certain, David connaissait son meurtrier. L'étudiant en colère semble être un bon suspect. Afin de confirmer son alibi et d'établir une heure de la mort plus précise, je vais demander à Peter d'analyser les fichiers de l'ordinateur de David. La fin de toute activité sur cet ordinateur devrait nous donner l'heure de sa mort et confirmer ou non que l'étudiant en colère avait le temps d'aller de la banque au bureau de David pour commettre ce meurtre. Plus je me penche sur les détails du meurtre, plus ça me choque que le coupable s'en soit sorti, qu'il court toujours, et qu'on n'ait absolument aucune réponse. J'ai étudié les sciences physiques. Moi, j'aime avoir des réponses. Alors, comment ça se passe? Voilà un bel ordi bien rétro. Carrément. Alors? C'est un iMac. Il est très similaire à celui dont David se servait dans son bureau. J'ai parlé à Lisa Samblos. Elle m'a dit que l'ordinateur de David avait été jeté. Mais elle a pu me donner ses captures d'écran. Elles proviennent de l'analyse informatique de la police. Je voulais mettre la main dessus à cause de certaines incohérences dans les horaires. La dernière heure enregistrée dans ce fichier est 14h10. Mais dans l'historique de l'ordinateur, on trouve la bonne date, puis 13h10. Comment expliquer ça, d'après toi? Eh bien, à mes yeux, la seule explication possible serait d'imaginer que David avait pour habitude de laisser son ordinateur à l'heure d'été. Ça avancerait l'heure affichée sur l'ordinateur de 60 minutes. Et cette heure en plus est cruciale pour établir l'heure de la mort et confirmer l'alibi de l'étudiant en colère. Cette différence d'1 heure en fonction du réglage de son ordinateur sur l'heure d'été ou l'heure d'hiver, ça change tout. Il faut qu'on s'assure de l'horaire de la dernière activité sur cet ordinateur. Ça nous donnera une idée de l'heure de sa mort. Ça fait des semaines que notre équipe essaie de trouver d'anciens élèves de David. Antonella a réussi à en trouver une. Cette étudiante a accepté de nous parler à condition de rester anonyme. David avait-il des rapports amicaux avec les autres professeurs? Je ne dirais pas ça, non. J'ai aussi remarqué une sorte de joute politique, peu de temps avant le meurtre. Chaque département a son directeur et j'avais l'impression que certaines personnes envisageaient de donner ce poste à David. Mais d'autres n'étaient pas d'accord avec ses opinions et ses décisions. À vos yeux, à qui devrions-nous nous intéresser dans cette affaire? Aux autres professeurs, vraiment. L'un d'eux en particulier.
Peter cherche à déterminer la véritable heure de la mort, mais en plus, Dania et lui créent un modèle 3D du bâtiment pour qu'on y ait accès. Si on ne peut pas y avoir accès, eh bien on va faire un modèle virtuel et voir ce qu'on peut en tirer. Là, on se comporte comme quelqu'un qui ne connaît pas le bâtiment. On est en train d'explorer les lieux. On traverse une salle remplie de 150 personnes. J'ai hâte de voir quelles conclusions on va en tirer. Ici, l'entrée principale. Et le bureau de David? Ici. René, de quel côté se trouve le passage piéton? On doit déterminer si le meurtrier de David connaissait ce bâtiment et savait comment se rendre à son bureau. Ce plan est super. Avec Dania, on a mis au point un modèle 3D. Allons voir ça. On n'a plus qu'à le charger. On a pris les plans du bâtiment et on a recréé un modèle 3D du rez-de-chaussée et du premier étage. Bien. Là, c'est le point de vue de quelqu'un qui ne connaît pas le bâtiment et qui se retrouve au milieu de 150 personnes. Ce sont les convives de la fête. De départ à la retraite. Ok, super. On monte donc l'escalier principal et on essaie de trouver le bureau de David. Hélas, pour notre agresseur, il se perd rapidement dans le dédale de couloirs. Il finit enfin par trouver le bureau de David. On n'arrive pas facilement à son bureau. C'est vraiment ça que montre cette vidéo. Nous avons également étudié les itinéraires de fuite possibles et ils sont tous compliqués. D'autant plus que le bureau de David est au premier. Dans cette vidéo, on prend un chemin beaucoup plus direct. On simule ce que quelqu'un qui connaîtrait bien le bâtiment aurait fait pour arriver directement jusqu'au bureau de David. On sait où on va. On arrive au premier étage. Par l'escalier principal. On prend 2 fois à droite et au bout du couloir. Voilà le bureau de David. Ça, ce sont les options possibles. À mon avis, le meurtre était prémédité et le meurtrier connaissait le bâtiment. En plein jour, alors qu'il y a autant de monde dans le bâtiment, qu'il faut y entrer et en ressortir, c'est très audacieux. Il faut être calculateur, c'est sûr, être très intelligent. Et si le meurtrier était déjà dans le bâtiment le matin, depuis 2 ou 3 heures? Question suivante. Et pour repartir? Oui, on s'est aussi penché là-dessus. Génial. Ça, c'est le premier. Le rectangle bleu, c'est le bureau de David. Envers les ascenseurs. Ce qui est remarquable, c'est qu'aucune trace de sang n'a été trouvée. En étudiant les plans, on a vu qu'il y avait des toilettes près du bureau de David et des ateliers d'artistes. Dans l'un comme dans l'autre, on trouve des lavabos. Ça pourrait expliquer pourquoi on n'a trouvé aucune trace de sang autour de la scène de crime. On parle de quelqu'un qui connaissait le bâtiment en y entrant et qui a été assez discret et méticuleux en ressortant pour ne laisser aucune trace de sang le long de ses itinéraires. Peut-être que cette personne a eu le temps de se changer. Je pense que Dania a vu juste. Il doit s'agir de quelqu'un qui était déjà dans le bâtiment. Quelqu'un qui n'a pas eu besoin de s'enfuir ou de se cacher, que ce soit avant ou après le meurtre de David. Afin de réussir à s'enfuir sans laisser la moindre preuve, la moindre trace de sang, il aura fallu que le meurtrier planifie plusieurs étapes très soigneusement. Toutes les explications possibles nous ramènent à l'hypothèse de Peter. Il doit s'agir de quelqu'un qui connaissait le bâtiment ou qui le fréquentait régulièrement. Dès le début de cette affaire, je me suis mis en quête de réponses. C'est tout ce que je voulais obtenir. Et grâce à cette reconstitution, j'en ai enfin quelques-unes. C'est vraiment génial. C'est super. Plus on enquête, plus c'est clair. L'emplacement des coups de couteau suggère que David connaissait son meurtrier. L'emplacement de son bureau ainsi que l'absence totale de traces de sang en dehors du bureau suggère également que le meurtrier connaissait le bâtiment. Avec le témoignage qu'on a recueilli, on sait qu'il faut trouver quelqu'un qui a sa place dans ce bâtiment, que ce soit un amant rejeté, un professeur ou quelqu'un de l'administration. Peter et Dania ont mis au point un modèle 3D pour simuler le chemin pris par le tueur dans ce bâtiment. Il nous apparaît maintenant que le meurtre de David n'était pas un acte de violence gratuit. Il semblerait plutôt avoir été prémédité et sans doute commis par quelqu'un de l'université. Cela dit, nous n'avons aucune piste concrète nous menant à un suspect. Il est crucial que nous trouvions quelqu'un avec des informations pertinentes qui accepterait de nous parler. Je vais parler à Andrew Ward, un ami de David. Andrew? Mike? Enchanté.
La famille de David nous a dit que vous étiez un de ses plus proches amis. D'abord, en tant que confident potentiel de David, savez-vous s'il était possible que David ait mené une double vie? Beaucoup de rumeurs circulent à son sujet. Je pense que certaines personnes se sont rapprochées de la police au début de l'enquête et ont dénigré la personnalité de David. Ok, comment ça? Les inspecteurs n'arrêtaient pas de venir me poser des questions ridicules. Comme quoi? Vous savez, comme... Est-ce que David était déjà sorti avec des étudiants? Je vois. Eh non, il savait que c'était une limite à ne pas franchir. Donc certains témoignages, une aventure qui se serait mal terminée, ce genre de choses. Rien de vrai. Un peu avant Noël, quelques semaines avant son meurtre, David a suggéré qu'il se sentait en danger. Est-ce qu'il vous a parlé de ses inquiétudes au sujet d'un étudiant malveillant? Est-ce que cet étudiant devrait être un suspect dans cette affaire? Non. Non? Vous êtes sûr? Certain. Pourquoi? Je pense que ça a bien à voir avec l'université, ça c'est sûr. Il y avait d'autres personnes au sein de l'université avec qui il y avait eu des signes alarmants. Qui étaient ces gens? Eh bien... Et... Juste avant son meurtre, il m'a dit qu'il avait des problèmes avec ses 2 professeurs. Le meurtre de David a donné naissance à de nombreuses théories de la part de ses amis et de sa famille. Chacun et chacune a bien sûr son point de vue très subjectif. À ce stade de notre enquête, il est crucial que notre équipe ne s'attarde pas sur des théories et des suppositions, mais se concentre sur des faits bien concrets. C'est la fin de notre enquête. J'aimerais avoir vos conclusions. Ce jour-là, une excursion avait été organisée pour les étudiants du premier étage, l'étage où se trouve le bureau de David. Le premier étage était donc désert. Ça veut dire qu'il n'a pas pu être interrompu pendant le meurtre. Ça ne peut pas être une coïncidence. C'est une super découverte. Merci d'avoir partagé. René? J'ai eu l'occasion d'étudier les photographies de la scène de crime. Entre ça et les résultats de mon expérience, je peux confirmer que David a sans doute été poignardé par quelqu'un dans son dos pour le premier coup. J'ai appris à contrôler ma réaction émotionnelle face à des scènes très viscérales et tragiques. Le but ultime de mes analyses, c'est de pouvoir donner des réponses à sa famille. Le meurtrier se tenait sans doute juste derrière lui. Je pense qu'ils regardaient l'écran de l'ordinateur ensemble quand David a été surpris par ce coup de couteau dans le dos. Et c'est ça qui l'a fait basculer en arrière. Donc il faisait assez confiance à cette personne pour la laisser s'approcher et lui tourner le dos. Peter? Je me suis vraiment creusé la tête pour élucider ce problème d'incohérence dans l'historique de l'ordinateur. Eh bien, il était effectivement réglé à la mauvaise heure, ce qui donne un dernier enregistrement à 14h25. Grâce à l'historique de l'ordinateur, j'ai découvert que David avait continué de travailler jusqu'à environ 14h25, ce qui donne à l'étudiant en colère tout le temps de partir de la banque à 13h07 pour aller au bureau de David, c'est-à-dire 45 minutes environ. Ces conclusions sont irréfutables. Je pense que nous avons de quoi rédiger notre rapport final. Je suis prêt à présenter tout ça à la famille de David. Notre enquête s'est heurtée à un mur. Il est donc crucial que nous partagions nos conclusions avec la police, en plus de sa famille. Le meurtre de David semble bien être ce que nous appelons un homicide à motif personnel. Une des personnes que vous avez toutes deux mentionnées durant notre entretien était cet étudiant en colère. Oui. Nous ne sommes pas convaincus qu'il faille vraiment l'exclure par manque d'opportunité. Il y avait assez de temps entre sa présence sur la vidéosurveillance de la banque et l'heure à laquelle nous savons désormais que David a été tué. Nous savons qu'il était en train d'abandonner l'université à l'époque et qu'il a quitté le pays peu après. Cependant, nous avons parlé avec plusieurs étudiants.
Et je peux vous assurer qu'ils ont peur de quelque chose. Leur peur et leur refus de nous parler suggèrent qu'il reste quelqu'un ayant assez de pouvoir pour les empêcher de coopérer. Il semble irréfutable que le meurtrier connaissait le bâtiment Connaught, qu'il avait un accès direct à David, qu'il savait où il se trouvait et connaissait ses habitudes. Notre méthodologie habituelle, la logique que nous suivons, c'est que les meilleurs suspects sont ceux qui nous restent une fois que les autres ont été éliminés. Bref, il semble très probable qu'un professeur du département des arts de l'université en 2001 ait tué David. Je me sens profondément soulagée. Oui, moi aussi. Je me sens vraiment toute bouleversée. Tout ce qu'on voulait, c'était une enquête exhaustive. Si votre théorie est juste, il n'est pas mort parce qu'il était gay. Et ça, c'est énorme pour moi. Parce que ça aurait pu être le cas. Ça aurait pu être ça, la réponse. On aurait dû examiner tout ça de plus près. Oui. Merci. Merci de tout mon cœur.